Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Normandie. Dans moins de 2 semaines, le 15 mars, aura lieu le premier tour des élections municipales. France 3 et France Bleu s'associent pour vous proposer une série de débats sur les principales villes de la région. À mes côtés, Anthony Rimbaud, journaliste à France Bleu Cotentin. Bonsoir Anthony. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous. On est ensemble pendant 1h30. 1h30 de débat dans 2 villes de la Manche, Cherbourg-en-Cotentin et Granville. Et on va commencer par la plus grande ville du département, c'est Cherbourg-en-Cotentin, Sylvain. Voilà, avec un dessin, celui de Chonu pour planter le décor. Chonu, très inspiré, qui détourne un symbole de Cherbourg, la statue de Napoléon. La figure tutélaire a disparu, mais l'ombre de Bernard Cazeneuve plane toujours sur la ville. Il faut maintenant construire l'après-Cazeneuve et c'est l'un des défis de ces élections. Voilà, 4 candidats sont en lice à Cherbourg. Ils sont avec nous ce soir. Benoît Arrivé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire sortant de Cherbourg-en-Cotentin, socialiste, candidat soutenu par le PCF, le PRG et la Gauche Debout. David Marguerite, bonsoir. Vous êtes candidat investi par les Républicains, vice-président de la région, soutenu par l'UDI et les centristes. Sonia Crimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche, non investi mais soutenu par LREM et vous êtes, quant à vous, soutenu par le MoDem, l'Alliance centriste, les Radicaux et l'UDE. Barzine Vielle-Boniadi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat de la coopérative citoyenne et vous êtes soutenu par Europe Écologie Les Verts, Génération et la France Insoumise. C'est ça. Voilà, les présentations sont faites. Il nous accompagnera tout au long de la soirée. Chonu, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Que vous inspirent ces élections? Eh bien écoutez, c'est un duel à parapluie ouvert. Pourquoi ouvert? Parce qu'avec le coronavirus, c'est plus prudent. Il y a des postillons, des trucs comme ça, il faut quand même se protéger. Merci beaucoup Emmanuel, on vous retrouvera tout à l'heure bien sûr pour d'autres dessins. Alors avant de rentrer dans le vif du débat, petite carte postale de Cherbourg-en-Cotentin pour bien avoir en tête les chiffres clés. Sylvain, vous avez rencontré une journaliste de Ouest France sur place. Voilà, le décor est posé. Cherbourg-en-Cotentin va donc vivre, Anthony, ses premières élections municipales. Et je commence par vous, Benoît Arrivé, maire sortant de cette commune de Cherbourg-en-Cotentin. On vient d'en parler. Vous avez été
élu en 2016 par les conseillers municipaux, sans passer par les urnes pour le moment. On a parlé de cette construction de Cherbourg en Cotentin, 4e ville de Normandie aujourd'hui. Est-ce que le mariage est achevé? Est-ce que c'est une véritable commune unique? Ou est-ce qu'on est encore dans une cohabitation entre des communes déléguées? Alors, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, merci de le rappeler. J'ai été élu lors de la création de Cherbourg en Cotentin, comme tous les maires de France. J'ai été élu par le conseil municipal au début de l'année 2016, lorsque Cherbourg en Cotentin est devenu une réalité. Et aujourd'hui, la création de l'agglomération du Cotentin et de notre commune nouvelle nous a permis de retrouver, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, on le voit d'ailleurs dans le reportage, un certain dynamisme. Aujourd'hui, la ville est plus visible qu'elle ne l'était. On parle de Cherbourg en Cotentin au niveau national. Nous avons aussi, vous l'avez vu, de très bons classements chez vos confrères de magazines nationaux. Je pense au Figaro, mais aussi à beaucoup d'autres sujets. Donc la ville est plus visible qu'elle ne l'était. C'est l'effet de la commune nouvelle, c'est l'effet du dynamisme, de l'attractivité que j'ai porté avec les hommes et les femmes qui m'entourent courageusement et qui ont eu aussi cette vision d'avenir pour Cherbourg en Cotentin. Pour répondre à votre question, bien évidemment, il reste beaucoup de choses à faire, j'en ai conscience. Je mesure le chemin que nous avons parcouru avec force durant ce mandat, mais il reste de nombreux sujets sur lesquels il va falloir travailler. C'est tout l'objet du projet d'avenir que je propose avec mes colistières et colistiers de Passion Commune. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Par exemple, David Marguerite, est-ce qu'il faut poursuivre l'intégration des différentes communes? Est-ce qu'il faut repenser notamment, par exemple, le nombre d'agents 2000 à peu près sur l'ancienne communauté urbaine. Voilà. Est-ce qu'il faut pousser plus loin Cherbourg en Cotentin dans son intégration? Alors déjà, moi, je voudrais rappeler qu'à l'époque, je ne me suis pas opposé à la création de Cherbourg en Cotentin. J'ai soutenu l'évolution institutionnelle, mais j'ai souhaité un référendum. Je pense qu'il y a eu un manque démocratique à ce moment-là pour que finalement les habitants puissent dire ce qu'ils pensaient de cette évolution. Maintenant, on a cette évolution et je pense qu'il faut en faire quelque chose. Je pense que notre ville ne peut pas jouer en deuxième division, mais qu'elle doit nourrir une grande ambition. Et que le fait d'être la 4e ville de Normandie doit nous permettre d'avoir finalement des investissements à la hauteur de ce qu'attendent les habitants. On aura l'occasion d'en reparler avec la salle de spectacle notamment. Et je pense profondément aussi que ce changement finalement est aussi l'occasion d'une respiration démocratique pour notre ville. Je crois que Cherbourg en Cotentin est un peu dans la situation du Havre en 95, quand Antoine Ruffnac a permis l'alternance démocratique. Il a permis un nouveau logiciel, de nouveaux projets, de nouveaux visages. Et c'est ce que je propose avec l'avenir en tête, c'est qu'il puisse y avoir une alternance sereine qui consiste à maintenir ce qui fonctionne, changer ce qui doit l'être, et puis aussi aller plus loin quand il faudra le faire. Et c'est tout à fait notre ambition aujourd'hui à l'avenir en tête. On va poursuivre le tour de table avec vous, Sonia Crimi. Est-ce qu'il faut aller plus loin encore, supprimer par exemple ces communes déléguées ou les maires délégués? On ne gère pas une ville de quelques milliers d'habitants comme une ville de 80 000 habitants. Les nouvelles échelles doivent être accompagnées par une nouvelle gouvernance sur 2 piliers. Le premier est un pilier qui nous rassure sur notre identité. Chaque mairie déléguée doit conserver son identité. Par la création des maisons de services de solidarité et de proximité, nous redonnons le pouvoir aux associations, nous redonnons le pouvoir aux citoyens avec des guichets uniques pour qu'ils puissent se rapproprier leur mairie déléguée. Je rappelle quand même que socialement, économiquement et culturellement, les 5 mairies restent très divisées aujourd'hui. Et je pense qu'il faut apaiser, il faut apporter de l'apaisement là où on a perdu la quotidienneté. Des délégués à la quotidienneté seront nommés demain pour jouer cette interface entre la mairie et les citoyens. Une ville... Oui. Rapidement, Sonia. Une ville, pour finir, pour aller plus loin, parce qu'il ne s'agit pas un maire ou une maire, c'est quelqu'un qui assure la quotidienneté, mais c'est quelqu'un aussi qui a une vision plus loin, plus fort, plus écolo, plus durable. On ne se déplacera plus de la même manière. On y ne reviendra vieillira sur plus la de la question même des manière. déplacements, oui. Et par la création de 2 agences, une agence d'urbanisme et de développement Alors, pour Sonia revoir Crimi, la ville de demain. Ce sont vraiment des thèmes qu'on va aborder tout à l'heure. Ouais, j'insiste parce que là, la question qui nous intéresse, c'est celle notamment de Cherbourg en Cotentin, de cette nouvelle donne. On l'a entendu, Barzine Vial-Boniadi, on a évoqué la possibilité d'une plus grande intégration des anciennes communes. Est-ce que finalement c'est un agrégat d'anciennes communes? Est-ce que c'est plus que cela aujourd'hui? On a une grande culture de la communauté urbaine de Cherbourg, qui était l'une des toutes premières de France. Donc du coup, on a vraiment cette culture-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin aujourd'hui? Écoutez, ce que je note, c'est que la commune nouvelle s'est faite avec les élus, s'est faite avec les fonctionnaires. Et on a un petit peu oublié les gens dans cette perspective. Donc la commune nouvelle doit maintenant se faire dans le cœur des habitants.
Nous avons désormais un seul conseil municipal, un seul maire, et donc il faut l'assumer. Bien entendu, les anciennes communes doivent être soutenues avec des services renforcés dans les anciennes mairies. Mais s'agissant des élus, s'agissant du conseil municipal, on doit apporter la clarté et la proximité. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 autres listes, effectivement, veulent maintenir les maires délégués, alors qu'ils n'ont plus vocation à avoir des compétences politiques et qui nous coûtent très cher en indemnité. Ça n'a aucun sens. La coopérative citoyenne que je représente veut mettre fin à ces maires délégués et réinjecter donc ces indemnités dans un nouveau service de démocratie permanente, qui est l'un de nos piliers fondamentaux. Ainsi, nous redonnerons du pouvoir à nos habitants et on fera le jeu de la proximité. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit. D'abord, Cherbourg-en-Cotentin, c'est construite comme plus de 500 autres communes nouvelles dans ce pays. Et aujourd'hui, Cherbourg-en-Cotentin est une référence au niveau national, vu de l'État et vu de la DGCL. Elle s'est construite dans un cadre légal extrêmement connu de tous, et ce qu'elle nous a permis aussi de déterminer nous-mêmes ce qu'on voulait construire. Les communes déléguées, j'y tiens beaucoup. On tient beaucoup à cette question de proximité. Et demain, avec les maires délégués qui vont m'entourer, on va continuer à maintenir le modèle que nous avons nous-mêmes créé, qui fait aujourd'hui des petits ailleurs en France, parce que c'est un modèle qui nous permet de nous unir pour être plus forts ensemble et pour faire demain ce qui n'était pas possible de faire chacun chez soi. Et bien sûr, l'équilibre autour des maires délégués et des communes déléguées est pour nous important. Et je note que celles et ceux qui sont présents ce soir avec moi sur le plateau ont un projet ambitieux, disent-ils, pour Cherbourg-en-Cotentin, justement parce que nous avons eu le courage de construire cette commune nouvelle durant ce mandat. David Marguerite voulait réagir. Oui, juste un mot sur la proximité. Moi, je tiens particulièrement au maintien des maires délégués. C'est un choix assumé parce qu'on le sent bien quand on rencontre les habitants, c'est qu'il y a ce besoin. Et j'ai été très clair avec un maire délégué et 2 délégués par commune, un qui sera en charge de la vie scolaire et l'autre qui sera en charge de la vie associative pour assurer ce lien permanent. Et juste aussi un petit mot sur les classements qui apparaissaient tout à l'heure. Je crois qu'un bon classement, une bonne gestion n'est pas forcément avoir une grande vision pour sa ville. Et j'insiste là-dessus parce que le bon exemple pour moi, c'est la région Normandie quand nous en avons pris la compétence en 2016. Finalement, c'était une région qui était très bien classée dans les indicateurs de gestion, mais c'était une région qui n'investissait plus pour son avenir. Sonia Crimi, est-ce que Sonia Crimi, on a une équité à respecter, excusez-moi Benoît Arrivé, mais est-ce que Sonia Crimi, la ville de Cherbourg-en-Cotentin est à la hauteur de la nouvelle échelle qui est la sienne? Est-ce que c'est une ville qui peut tenir son rang de votre point de vue? Alors, quand vous êtes content de vous-même, quand vous avez des élus en face qui sont dans une auto-satisfaction qui est gênante, cette incapacité à se remettre en question est dangereuse. Se remettre en question, c'est important pour continuer à avancer. Quand vous avez des entreprises aujourd'hui qui vous disent on n'arrive pas à recruter à Flamanville, même en mobilité interne, les gens ne veulent pas venir parce qu'on a une très mauvaise image. Mon rôle aujourd'hui, ce n'est pas être dans une autosatisfaction qui devient très très gênante. Les gens vous disent nos enfants ils partent et ils reviennent plus ici. Comment expliquez-vous qu'une ville comme Caen, aujourd'hui, à 130 000 habitants, se retrouve avec 30 000 étudiants et Cherbourg, avec 80 000 habitants, se retrouve avec 2 000 étudiants? La question que vous soulevez, Sonia Crimi, c'est celle de l'attractivité plus généralement. Donc on va continuer à parler de l'attractivité de Cherbourg-en-Cotentin. On va ouvrir un autre chapitre de ce débat. L'attractivité, donc, et dans un premier temps, vivre à Cherbourg. Voilà l'intitulé de cette première partie. Finalement, en évoquant l'attractivité de Cherbourg en Cotentin, on pense d'abord, bien sûr, à l'évolution de sa population. Et la population de Cherbourg-en-Cotentin, c'est 79 200. 80 536. Donc 80 000, disons, habitants, Benoît Arrivé. On peut le dire, cette fusion marque effectivement une évolution, mais elle masque aussi une perte importante du nombre d'habitants, avec des difficultés pour attirer, il faut le dire aussi, de jeunes ménages dans le centre et faire vivre, Anthony, les commerces. Alors la première question, elle est tout simple pour vous, David Marguerite. Comment on fait pour faire revenir les habitants à Cherbourg-en-Cotentin? Alors, je vais être très clair, on a proposé plusieurs choses. D'abord, en termes de méthode, on a proposé une agence de développement et d'attractivité qui sera pilotée par des chefs d'entreprise. Je voudrais le rappeler, le développement économique est une des responsabilités de la région qui participe largement aux bons résultats économiques du Cotentin avec l'agglomération. Et cette agence sera là pour aller chercher des talents, aller chercher des médecins, y compris à la sortie des On laisse totalement les clés aux chefs d'entreprise? Non, pas du tout. Il s'agit simplement de mettre aux compétences les personnes qui connaissent leur sujet. Et je le dis, l'élu, bien évidemment, doit piloter et fixer le cap,
mais que des chefs d'entreprise soient associés à la stratégie de développement du territoire me semble être une décision de bon sens. Ensuite, sur l'attractivité commerciale de notre ville, l'Avenir en tête a fait là aussi des propositions très concrètes, comme une société publique privée, foncière, qui fera de l'acquisition des commerces qui sont laissés à l'abandon pour pouvoir les remettre en location une fois qu'ils seront rénovés à des tarifs attractifs, à des créateurs, des jeunes artisans qui voudront se lancer dans une activité ou qui proposeront par exemple une enseigne qui manque au centre-ville des villes déléguées. C'est également une animation revue avec un manager de centre-ville confié à l'association des commerçants. Et puis c'est pour le logement, la nécessité pour nous de proposer que toute construction nouvelle, il y aura 20% des logements qui seront réservés aux primo-accédants et des constructions raisonnées, des réhabilitations dans le centre-ville avec un urbanisme qui sera réellement maîtrisé. Alors, Barzine Vielban a dit comment faire pour redynamiser le centre-ville, et on a évoqué notamment la question du commerce. On sait que la problématique liée au taux de vacances, même si elle est discutée, elle existe, 12, 13, 14%, si on parle de Cherbourg-Centre, si on parle de l'agglomération. En tout cas, elle est importante, et depuis des années. Que faire ? C'est vrai que voilà, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été adoptés ces dernières années. On a pensé par exemple au dispositif Action Cœur de Ville. Je pense qu'il faut aussi penser à des solutions plus innovantes, plus pérennes, hors dispositifs, qui sont aussi éphémères. Et je crois également qu'il faut penser local. Il faut que Cherbourg aussi soit pionnière des solutions locales. S'agissant du commerce, je pense que la question du local s'exprime aussi tout particulièrement dans cette thématique-là. La coopérative citoyenne souhaite notamment mettre en place une pépinière de commerce pour permettre à des commerçants d'installer des micro-entreprises dans des locaux partagés sur la base d'une location, d'un Et vous emplacement. dites éco-responsable, je crois d'ailleurs. Éco-responsable, bien sûr. Le commerce du centre-ville doit être local, éco-responsable, favoriser les bonnes pratiques en termes d'écologie, bien entendu. C'est aussi un pari sur l'avenir. Mais également aussi favoriser les commerces locaux en centre-ville, avec notamment des marchés publics qui soient plus équitables pour les commerces. Benoît Rivet, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Est-ce que le poste de manager qui a été créé d'ailleurs du centre-ville, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Qu'est-ce que vous proposez pour le commerce ? Je voulais d'abord, avant de vous répondre, revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, puisque finalement, nous sommes là pour débattre, et c'est un moment démocratique important. Cherbourg-en-Cotentin, c'est aujourd'hui 81 500 habitants, si on compte l'ensemble de la population. Comme à Caen, comme à Rouen, comme au Havre, nous avons si connu... Je peux me permettre, mais répondez vraiment à la question, Oui, parce mais qu'en termes de temps de parole, Non, on va se retrouver vraiment en difficulté. Vous avez déjà un peu d'avance. Je voulais simplement revenir sur ce qui a été dit. La population a baissé, comme dans d'autres grandes villes françaises. On voit aujourd'hui que la population revient. Madame Crimi parlait tout à l'heure des difficultés à recruter. Le chômage a été divisé par 2. C'est donc qu'il y a tous les jours des hommes et des femmes, des familles qui arrivent chez Naval Group, au CMN, chez les Wind Power. La ville va mieux, les commerçants le disent, les agents immobiliers le disent aussi, même si, encore une fois, je mesure le chemin qu'il reste à faire. Mais je veux aussi rappeler d'où nous sommes partis et ce qui a été fait durant ce mandat, même si encore nous sommes là pour parler d'avenir. En ce qui concerne le commerce, nous avons agi. Un certain nombre de commerces sont réouverts. Je crois que vous l'avez constaté vous-même en ville. Nous nous sommes vus il y a peu. Et nous avons aussi engagé un projet fort autour du magasin Ratti, autour de la question de l'Omnia, autour de la volonté qui est la nôtre de refaire complètement le plateau piétonnier, de construire une salle de sport, un palais des sports en cœur de ville, vous le savez. Et ça, on va et l'évoquer puis un après. projet du littoral aussi qui va permettre de faire du lien de Querqueville. En utilisant jusqu'à Coligny. d'ailleurs Cherbourg-en-Cotentin pour cela. Sonia Crimi sur cette question, notamment des commerces, pour les Cherbourgeois qui nous regardent, qui savent que la problématique des commerces vacants, mais aussi des bâtiments vétustes, mais aussi des marchands de sommeil est une réalité à Cherbourg. Qu'est-ce que vous répondez ? Je les ai visités plusieurs fois, les marchands de sommeil. Les gens ont besoin de se réapproprier une ville. Ils ont besoin de se loger, de se déplacer, une ville qui vit, une ville qui est éco-responsable, durable, une ville avec une économie stable, mais qui ne stagne pas, stable, avec des partenaires qui peuvent se parler entre eux, une économie sociale et solidaire qui est construite et qui est en place dans Cherbourg-en-Cotentin, qu'il faut encore la connecter avec le monde économique. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire il n'y a que des mauvaises choses, elles ont été faites. On est dans c'est une bien de le reconnaître. alternative. Mais qu'est-ce qui n'a pas On été est dans fait une Qu'est-ce qui n'a pas alternative. été fait La revalorisation du centre-ville, l'urbanisme. L'agence de l'urbanisme aujourd'hui va nous permettre de construire une cohérence à 2040, 2050 et voire plus. On ne peut pas continuer à faire des petits projets coup par coup. Moderniser et verdir le centre-ville. Je ne sais pas qui a dit
aux élus que les Cherbourgeois adorent les minérales, tout ce qui est minéral. Les gens aiment voir Cherbourg-en-Cotentin. Extrêmement verte, madame. Les centres-villes, ce n'est pas du tout le cas, monsieur d'arrivée. La création de périmètres de sauvegarde de commerce et de l'artisanat pour sanctuariser un peu les centres-villes et éviter que des commerces redeviennent des logements. Faire évoluer Cherbourg vers un site touristique, un marché couvert, et ça c'est une demande qui date de très très longtemps. On a envie de venir dans une ville où les taux d'imposition baissent. C'est ce qu'on a proposé avec pour vous. C'est le cas. Alors Sonia Crimi, je vais être obligé de mettre un terme à vos propos. S'agissant de ces propositions-là, on va poursuivre le débat, mais Barzine Vialboniadi, parmi les éléments qui ont été évoqués, la végétalisation notamment, plus de verre, j'imagine que ça vous parle. Ça nous parle effectivement, mais on est très loin aussi de cette foire d'empoigne. Parce qu'on est dans une ville qui a beaucoup fait sur ce plan-là, en termes de phyto, etc. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire de plus dans ce domaine-là ? La question de la végétalisation, c'est pas une question de se dire, tiens, on va planter à tel horizon 100 000 arbres. On n'est pas dans cette perspective-là. Il faut que cette végétalisation soit raisonnée. Donc penser dans une perspective de raison et de se dire que pour améliorer aussi la biodiversité dans Cherbourg-en-Cotentin, il faut aussi faire en sorte que les espèces que l'on plante dans notre ville soient en compatibilité les unes avec les autres, avoir aussi des essences locales qui soient plantées dans notre ville, pas être dans une perspective seulement de chiffres, mais aussi de cohérence. Il faut que la Parce que vous savez que la Nouvelle-Zélande s'invite régulièrement dans nos espèces chez nous locales via le Gulf Stream notamment. Et on voit aussi à quel point parfois la plantation aussi intensive n'aboutit à rien en termes de pérennisation. Anthony, on parle de l'attractivité, alors on a parlé du logement du centre-ville, ça passe aussi par les infrastructures. On va en parler dans quelques instants avec vous quatre. Juste avant, on va écouter ce qu'attendent les Cherbourgeois au niveau des infrastructures à Cherbourg et surtout ce qu'il manque. On va parler de la salle, parce que vous l'évoquez presque tous, d'ailleurs, cette salle dans vos programmes. Juste avant la patinoire, on en parlait, David Marguerite, vous êtes le seul à défendre un projet de patinoire municipal. Pas du tout. Municipal. Pas du tout, c'est dans notre programme également. Municipal. Oui, alors, on va peut-être parler, parce que alors, si vous parlez d'un projet porté par l'agglomération. Oui. Il y a Monsieur Marguerite aussi, je pense, une patinoire à l'échelle du... Clairement. C'est une patinoire qui est entièrement financée par la commune, c'est ce que vous proposez, ou financée en partie par l'agglomération, pour qu'on soit clair. Alors d'abord, je vais être très clair, la patinoire, c'est un équipement majeur qui est attendu et qui est fermé depuis 2010 dans la ville et qui correspond à une vraie attente de la population. Est-ce qu'on a les moyens de se payer une patinoire ? Tout à fait. Et moi, j'avais déjà proposé en 2014 la patinoire. Je regrette qu'elle n'ait pas été faite dans ce mandat. Et je dis que clairement, la patinoire, elle sera plutôt pour nous municipale, notamment pour que les scolaires de la ville puissent y avoir accès, que le coût d'une patinoire, c'est simple, c'est entre 6 et 8 millions sur un modèle de 56 mètres sur 26, et que ce modèle, il est validé par la Fédération des sports de glace, et c'est le modèle que nous soutiendrons. On sait que l'entretien, c'est l'un des freins majeurs. Bien sûr, mais nous avons un modèle éco-responsable de patinoire, comme cela a été mis en place à Louviers, par exemple, et nous avons travaillé dessus très précisément. Au-delà de la patinoire, il y a d'autres équipements qui sont attendus aujourd'hui dans notre ville et dans notre territoire. Il y a d'abord le marché couvert, qui est une véritable attente de la population. C'est un coût entre 2 et 4 millions selon qu'il soit équipé ou non. Et je vais être clair aussi sur la salle de spectacle. Il y a eu un débat qui est un beau débat démocratique. D'ailleurs, il y a des différences entre nous sur ce sujet. Nous considérons que la salle de spectacle est en effet là, sur le plan communautaire, un investissement prioritaire pour le prochain mandat. Je n'ai d'ailleurs une salle neuve, soyons clairs. C'est une salle neuve, c'est ce que vous proposez. Une salle de 3000 places, modulable, qui pourra accueillir des concerts, parce qu'il n'est pas satisfaisant quand on habite le Cotentin de faire 1h30 pour aller à un concert de dimension nationale et d'y revenir ensuite, et qu'on a besoin pour le sport de haut niveau, que cela, je l'ajoute, n'exclut pas du tout la rénovation de Chantraine, bien au contraire, et que le modèle qui sera retenu sera, selon les études, soit public, soit d'un partenariat public-privé, soit privé. Alors ça veut dire, par exemple, Sonia Crimi, vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire on n'a pas, nous, à Cherbourg-en-Cotentin, une salle à la hauteur de cette commune nouvelle ? Oui. On n'a pas une salle qui soit à la hauteur, on n'a pas une salle qui peut satisfaire les aspirations des grands clubs aujourd'hui à Cherbourg, parce qu'une mairie, c'est aussi une mairie qui accompagne ces grands clubs du basket, du hand, du hockey. Oui, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de dogme sur le public-privé, je n'ai pas de dogme sur le privé non plus, mais sur le public. Nous avons fait plusieurs rencontres. Il y a les présidents des clubs qui se sont déplacés. La concertation, je pense,
quelle que soit la personne qui sera à la mairie demain, démarrera pour pouvoir, Elle a on commencé construira déjà. une salle où elle a commencé depuis quelques mois, monsieur arrivé. Non, il y a plus que quelques mois, madame. Donc, cette salle est très, très importante. J'insiste bien, salle de sport et de spectacle pour que des grands noms de la musique peuvent venir à Cherbourg enfin, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. On va rester sur cette salle, parce que Benoît Rivet, vous proposez autre chose. Vous, c'est une rénovation de la salle On Chantraine. propose une salle, mais pas au même endroit. Je crois que la différence vraiment entre, s'il vous plaît, Madame Climy, la vraie différence, elle est aussi sur cette question d'implantation. Ce que je conteste aussi dans l'analyse de Madame Climy et de Monsieur Marguerite, c'est la capacité à se projeter. Ce n'est pas moderne ni ambitieux que de construire dans 2-3 ans une grande salle de spectacle et de sport à la périphérie de la ville en consommant des terres agricoles. Ce que l'on propose, nous, c'est de faire cette salle en cœur de ville, donc de rénover Chantraine, de la transformer complètement pour en faire un palais des sports avec un terrain pour le hand, un terrain pour le basket, dans d'excellentes conditions. Ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas investir finalement suffisamment. Vos adversaires notamment, et je me fais leur porte-voix, se présentent comme des investisseurs en expliquant que vous êtes plutôt dans un rapport de gestion. Non, que pouvez-vous écoutez, répondre à cela? D'abord, je voulais répondre tout à l'heure. Je vous en prie. Vous m'avez empêché de le faire. Je voulais revenir là-dessus. Monsieur Marguerite laisse penser que nous n'avons pas assez investi. Nous investissons aujourd'hui entre 40 et 45 millions d'euros par an, ce qui est important pour une ville de notre taille. C'est plus que ce que pouvait faire la communauté urbaine et les communes auparavant, à peu près 7-8 millions d'euros. Et nous investissons par habitant, ce qui se situe dans la strate des villes moyennes comme le nôtre. Donc nous avons beaucoup investi et nous allons continuer à le faire. Donc nous dépensons, mais nous dépensons juste pour imaginer la ville durable de demain. Encore une fois, je pense que le bon projet, c'est de rénover cette salle en cœur de ville, ce qui permettra aussi aux nombreux spectateurs, ensuite, après le sport, d'aller dans les restaurants, de faire vivre dans les le bars. centre, c'est aussi Et on l'esprit de propose votre projet. aussi, et on propose aussi une rénovation complète du patrimoine sportif. C'est donc un projet différent. Et juste un dernier mot, parce que Très rapide. je crois que je vais être en retard. Sport et spectacle, je suis désolé de vous le dire, ça ne marche nulle part ailleurs, parce que les clubs ont besoin d'être résidents, ils ont besoin de jouer et de s'entraîner au même endroit. Lorsqu'il y a un concert, c'est 2 jours de montage, 2 jours de démontage, ça ne fonctionne pas. Et un dernier mot sur les partenariats Une réponse de David Marguerite. Une réponse de David Marguerite, s'il vous plaît, Benoît Rivet. Je vais répondre très brièvement. Ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionnerait pas dans notre territoire. Narbonne vient de le faire. Et pourtant, Narbonne, c'est 50 000 habitants et 90 000 sur l'aire urbaine. Moi, vous disiez, monsieur Arrivé, que c'était pas moderne. Moi, je trouve que c'est manquer d'ambition que de refuser cette salle de spectacle qui est attendue. C'est un équipement qui est attendu. Également. On propose une salle de 1000 places. Mais ce n'est pas la même dimension. Je pense que la jauge de 3000 places est tout à fait adaptée pour notre territoire. Je crois qu'on a compris quelles étaient vos oppositions sur ce sujet. On vous a pas entendu encore, Barzine Vielboniadi, sur ce sujet. Nouvelle salle, rénovation de la salle Chantraine, ou on attend de voir? C'est quoi vos propositions? Vous souriez. Un zénith, une arena, C'est pas un zénith. C'est une une patinoire. agora. C'est un petit peu Noël, Un arbre. cette campagne municipale. C'est une campagne qui pourtant, voilà, on parle d'écologie, d'urgence climatique, mais pourtant les promesses qui sont faites sont des promesses un peu d'un autre temps, du XXe siècle. C'est On pas essaye compatible, sport, une salle et l'écologie? Donc c'est encore une Si, fois en cœur de ville, c'est des compatible. investissements voilà, qui contribuent à l'artificialisation des sols, qui sont des investissements qui sont très coûteux, qui sont un peu des inepties économiques, des inepties environnementales. Et moi, je veux aussi parler d'une chose, c'est que l'investissement dans une arena ou autre, c'est un peu... Si vous voulez, l'investissement qui, selon moi, doit être fait, parce qu'on parle beaucoup d'attractivité. Et pour moi, si un centre-ville doit être attractif, il faut qu'il soit accessible. Et la question notamment de l'accessibilité au handicap, à tous les types de handicap, ça doit être le fil rouge. Et ça, on de va ce y mandat. revenir juste après. Mais sur cette mobilité. question qui quand même trait à la culture, Bien sûr. au sport, c'est quand même une question centrale. Et en plus, on rentre dans les compétences Écoutez, des maires. Qu'est-ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui vous écoutent? Et s'agissant notamment de la salle à Chantraine, ça aurait été une fausse bonne idée. La question de Chantraine est très délicate parce que Chantraine est aussi dans une zone qui a vocation à être immergée d'ici quelques années, d'ici quelques décennies. Donc d'investir dans Chantraine aujourd'hui, c'est dans un une investissement qui dans est une forme de risqué. déni, quelque part. C'est ce que une vous prise dites. de risque qui est énorme. Ce que propose la coopérative citoyenne, c'est de créer une fois que nous serons élus, un temps fort, des assises du sport, où nous réunirons tous les acteurs du sport et nous débattrons ensemble de la priorité à... Non, mais je voudrais rappeler à monsieur que la Cherbourg est une ville en bord de mer
et que par rapport au risque climatique, il y a plusieurs zones de Cherbourg en Cotentin qui sont concernées. Aujourd'hui, on peut continuer à reconstruire la ville sur elle-même, à inventer la ville de demain. Il faudra tenir compte d'un certain nombre de préconisations que la sujet-là, DDTM on l'abordera validé. notamment C'est un quand on vrai parlera de la sujet, santé, mais quand on on peut parlera avoir de notamment de l'ambition Porian, pour par Cherbourg en exemple. Cotentin, C'est un vrai c'est ce que sujet. je souhaite faire. On va continuer à évoquer l'attractivité du centre-ville, qui est intimement lié, bien sûr, aussi au flux de circulation, à la manière dont on se déplace. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Barzine. Oui. Barzine Viel-Bonaldi, on peut parler justement de la circulation et du centre-ville. Est-ce que vous militez pour exclure, à terme, toutes les voitures du centre-ville? Écoutez, avant de parler de mobilité, je pense qu'il faut aussi dresser le tableau de l'urgence climatique qui touchera tôt ou tard Cherbourg en Cotentin, avec notamment, je viens de le dire, un risque de submersion énorme qui est à l'approche. Donc l'urgence climatique est là et ça appelle aussi à un changement radical de braquet. Si cette menace paraissait, on va dire, un peu diffuse il y a quelques années, aujourd'hui on ne doit plus se dérober, on peut agir. Ça, c'est ce qui sous-tend tout le reste. Bien sûr, on doit agir au niveau local. Qu'est-ce qu'on fait? On doit notamment réinventer Cherbourg, repenser Cherbourg dans sa physionomie, dans son physique, et ça passe notamment aussi par un pacte pour la mobilité, revoir la place de la voiture en ville, c'est pas négociable. Ça veut dire revoir la place de la voiture, ça veut dire quoi? C'est notamment mettre en place un espace urbain où la priorité absolue est donnée aux piétons, puis aux cyclistes, puis au transport collectif, et en dernier lieu, à la voiture. Il ne s'agit pas d'être contre la voiture ou de dire que... Non, mais c'est quand même une révolution. C'est un choix qui, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. C'est un choix qui est difficile. Il faut faire des choix difficiles quand on veut prétendre aussi diriger une ville. La place de la voiture doit inexorablement se réduire en ville. Et quand j'entends par exemple d'autres candidats parler de, par exemple, plus de place pour le vélo, mais plus de stationnement en centre-ville, je ne comprends pas la cohérence. Qui se sent visé? Des zones bleues pour zones bleues peut-être parce que les zones bleues c'était pour les commerçants et c'est pour les commerçants. C'est une demande qui était faite depuis très très longtemps et quand vous faites le calcul, le reste à charge de la municipalité n'est pas très très élevé aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de mettre le vélo contre la voiture, la moto, l'avion, le train. Il s'agit d'avoir une offre plutôt globale où on peut intégrer tout le monde. Moi, j'ai du mal avec les écolos pastèques. Pardonnez-moi, les écolos pastèques, c'est un concept. On est vers de l'extérieur et très communiste de l'intérieur. Je n'aime pas contraindre les gens. Je n'aime pas contraindre. Oui. Je pense qu'à des personnes qui s'identifient avec la droite économique, il faut aussi parfois parler de données un peu qu'ils comprennent, comme des données d'attractivité. S'agissant de la mobilité, vous savez peut-être que la mobilité, le cyclisme, la place donnée au vélo en centre-ville, c'est aussi bon pour l'attractivité, c'est aussi bon pour le commerce. Il y a une étude qui a été faite notamment à Londres qui montre que les villes qui sont entamées cette transition vers plus de vélos en ville ont vu une attractivité qui a augmenté de 30% par exemple en centre-ville, s'agissant des commerces de centre-ville. Et aussi une statistique qui peut-être va vous plaire, c'est que 1 mètre carré de stationnement en vélo rapporte apparemment 5 fois plus qu'un 1 mètre carré de stationnement voiture. Donc, raison de plus peut-être pour vous convaincre de laisser plus de place. On va continuer sur les transports. Vous avez parlé du vélo, ça a été évoqué un instant aussi parce que dans la mobilité, il y a les bus, par exemple. Oui. On est allé demander aux Cherbourgeois ce qu'ils souhaiteraient voir évoluer sur le réseau de bus à Cherbourg. David Marguerite, on vient d'entendre ce témoignage. Il n'y a pas de bus, cette dame ne pouvait pas se déplacer. Vous proposez quoi, vous, sur les transports en commun? Est-ce qu'il faut des bus gratuits? Ça a été évoqué dans la campagne. Je voudrais juste un mot d'introduction, c'est de dire que notre vision à l'avenir en tête très rapidement est une vision globale. Il ne s'agit pas d'opposer les usages les uns aux autres, ni de culpabiliser, et ni d'envisager l'écologie comme une case que l'on peut sur un projet électoral. C'est ce qui vous différencie. Clairement, il y a des différences entre nous sur ce sujet. Sur la question du bus, tout d'abord, nous considérons que la gratuité totale n'existe pas, puisqu'il y a quand même un contribuable à l'arrivée. Nous avons proposé l'expérimentation de la gratuité le week-end avec une finalité simple, c'est de faire en sorte que les
commerçants puissent nous dire est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent dans le centre-ville, est-ce que la ville est plus attractive. Nous ne sommes pas favorables non plus, je le dis, aux voies dédiées, c'est-à-dire au projet de bus nouvelle génération, en tout cas dans sa configuration actuelle. Donc Nous des pensons- voies qui pourraient être mises à disposition. des voies, voilà, c'est des ça. Le bus, projet, spécifiquement. nous sommes favorables à des bus en parler. qui soient plus confortables, qui soient plus réguliers, cadencés et qu'on améliore le service, mais pas en revanche aux voies dédiées. Parler du bus, c'est aussi, je crois, parler de toutes les mobilités. Je disais, l'automobile n'est pas l'ennemi. Je crois qu'il faut désengorger en effet la ville. Le rôle d'un maire, c'est de faire preuve de volonté politique et de sortir des dossiers de l'enlisement. C'est le cas de la voie de contournement ouest que nous voulons sortir de l'enlisement dans lequel elle est depuis des années. Et puis sur le vélo, nous sommes les seuls à faire des propositions qui sont extrêmement concrètes, avec un budget de 5 800 000, 12 euros par habitant. C'est un objectif raisonnable pour sécuriser les pistes cyclables et pour faire en sorte que, en effet, la culture du vélo, notamment au plus jeune âge, avec les ateliers découvertes dans les écoles, se développe. On va revenir sur le bus quand même. Avant de vous donner la parole, Benoît Arrivé, pour parler de ces couloirs de bus notamment, on va rester sur le prix et de la mobilité et rester sur le prix du ticket de bus parce que Sonia Crimi, vous proposez 1,30 €. le bus gratuit. Oui, je propose le bus gratuit. Bien évidemment, il y a quelqu'un qui paye à la fin. Qui paye ? C'est pas la totalité. Il y a une redevance transport qui est mise aujourd'hui pour les entreprises qui ont en salariés plus, qui est une charge patronale qui est payée déjà, qui couvre 80% du budget. Reste 20% du budget dans un tiers qui est pris en charge déjà parce qu'il y a des abonnements. Il y a un abonnement. Vous me laissez Quel finir est ou l'esprit vous derrière laissez cela, finir Sonia Crimi? Non, Qu'est-ce que vous- l'esprit. Donc, c'est pour vous dire, pour les gens, je termine sur ce point. Les gens qui nous disent aujourd'hui, je ne prends pas le bus, donc je ne le paye pas. Sachez que vous le payez 2 fois. Une fois avec votre charge patronale sur votre fiche de paie et une deuxième fois, vous le payez en mettant de l'essence dans votre voiture. On va pas débattre de le sujets bus, Non, mais c'est le pas bus complexe. gratuit, Financier. Trop le complexe. bus gratuit, c'est Faut être l'électrochoc. précis, Madame Crimi, C'est c'est pas comme ça. C'est le bus l'électrochoc. gratuit. C'est Le bus gratuit, c'est l'électrochoc qui vous permet de monter facilement dans un bus avec une énergie renouvelable, un bus qui est plus petit, avec une fréquence beaucoup plus importante et des amplitudes horaires. Un bus connecté aussi avec tous les offres d'emploi de la ville. Quand vous passez aujourd'hui, et c'est fait à Dunkerque déjà, vous passez devant une boulangerie ou une pharmacie, Je vais vous répondre on vous dira réellement, il y a un contrat d'apprentissage offert ici. C'est ça, rapprocher les gens réellement de leurs offres. On va prendre un tout d'emploi. petit peu de temps sur cette question des bus, quitte à moins parler d'autres sujets. Mais Benoît Arrivé, sur cette question des bus, Sonia Crimi disait tout à l'heure, finalement, on va amorcer la pompe. Finalement, en rendant le bus gratuit, on va faire en sorte qu'il y ait plus de monde. Est-ce que c'est aussi votre philosophie ou est-ce qu'il faut... Voilà, C'est une expliquez-nous. question de temporalité. Je suis moi-même allé voir ce qui se passait à Dunkerque ou à Châteauroux et je pense qu'on a une vision aujourd'hui assez précise de cette question de mobilité qui est un axe fort de notre projet parce que c'est finalement la mobilité qui permet de relier les communes déléguées entre elles et de relier les habitantes et les habitants. Ce que l'on porte, c'est assez simple, c'est une révolution. Maintenant que Cherbourg-en-Cotentin existe et que l'agglomération du Cotentin existe, encore fallait-il porter, comme nous l'avons fait, cette évolution institutionnelle. Parce que sans Cherbourg-en-Cotentin et sans l'agglomération, nous n'aurions pas ce débat aujourd'hui à l'approche des municipales de 2020. Ce que je propose et ce qu'on propose, c'est un projet qui a été travaillé avec les habitants, c'est une double révolution. D'abord, une première révolution à Cherbourg-en-Cotentin, où on passe finalement d'un réseau qui est efficace, mais qui a été construit à l'époque, parce que c'était le besoin de l'époque, pour les scolaires. Aujourd'hui, il y a un autre besoin, c'est de faire monter dans le bus tout à chacun. Pour faire ça, il faut un bus efficace, précis, qui corresponde aux besoins. Donc ce qu'on propose, c'est plus de bus le matin, de 6h à 22h30 le soir en semaine, jusqu'à minuit le week-end, des bus qui desservent tous les quartiers et du transport à la demande. Ça, c'est la première révolution. Je vous laisserai revenir, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux, dans un premier temps, par exemple, plus de bus le dimanche, tel que le demandait la dame tout à l'heure, avant de penser à autre chose? Je crois qu'il faut faire un projet global à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin et à l'échelle du Cotentin, je vais vous en parler. Donc sur Cherbourg-en-Cotentin, plus tôt le matin, plus tard le soir, et puis aussi le week-end jusqu'à minuit, parce que c'est une question de mobilité, une question de cohésion sociale. La dame que vous avez vue tout à l'heure, c'est une dame que je connais bien. Cette dame-là, elle attend le bus pour pouvoir retrouver le vivre ensemble. Elle n'a pas de voiture, comme 20% des habitants de Cherbourg-en-Cotentin. Et pour nous, c'est à la fois un enjeu économique, un enjeu social, mais aussi un enjeu de développement durable. Le deuxième volet, 30 secondes, c'est l'autre révolution à l'échelle du Cotentin.
c'est de mailler l'ensemble des villes du Cotentin pour que quelqu'un qui habite Bricbec puisse venir travailler à Cherbourg et que quelqu'un qui habite Cherbourg puisse aller travailler à Valognes. C'est une autre révolution. Et lorsque nous aurons fait cela, on pourra penser, Madame Crimi, à la gratuité, qui sera le deuxième impact. Mais aujourd'hui, mettre gratuit le bus sans avoir un réseau de qualité, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce que m'ont confirmé les maires de Châteauroux et de Dunkerque, avec qui nous avons réfléchi à notre projet d'avenir à Cherbourg en Cotentin. S'il vous plaît. Barzine Vielboniadi, que vous proposez-vous pour les bus? Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec des bus gratuits? Vous aussi, est-ce qu'il faut faire ça pour inciter les gens à prendre les transports en commun et laisser la voiture au garage ou même la revendre? Écoutez, la question de la gratuité devra se poser à un moment donné. Nous, on ne ferme pas la porte à une gratuité progressive, ne serait-ce que pour une question de justice sociale. Mais si on fait en sorte, effectivement, que les personnes, les habitants de Cherbourg-en-Cotentin délaissent la voiture pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller faire leurs courses, il faut faire autre chose. Il faut forcément améliorer la desserte du territoire. Aujourd'hui, notre territoire est très mal desservi dans quelques-uns de ces territoires. Une meilleure desserte, une meilleure fréquence également. Quand on voit par exemple la ligne 8, c'est l'exemple que prenait cette madame qui parfois circule une fois par heure, ce n'est pas acceptable. Il faut améliorer la fréquence du bus. Toutes les 7 minutes et toutes les 15 minutes, C'est c'est bien formidable, ce qu'on propose. c'est formidable, mais ça, il était temps aussi de le faire. Oui, mais maintenant que Cherbourg-en-Cotentin est fait et que la Cotentin est réalisée, c'est une 4 possibilité. Ça fait 4 ans que ça existe. Et vos collègues ont refusé de voter le plan de déclassement du Cotentin. Bien sûr, parce qu'il n'est pas assez alors ambitieux. qu'ils parlent beaucoup du bus et du vélo. C'est là aussi un paradoxe. David Marguerite, moins ambitieux. Excusez-moi, juste pour quelques secondes, s'il vous plaît. Le plan en question du Cotentin fixe une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui est en dessous de l'objectif national. Donc, c'est une révolution vélo et une révolution. Alors, cette thématique des transports, on y passe beaucoup de temps, plus que prévu ce soir. Je pense que c'est important. Celles et ceux qui nous écoutent ont entendu notamment David Marguerite, pardonnez-moi Sonia Crimi, sur la question du contournement ouest. Oui. Une petite digression rapide sur cette question-là. C'est un vieux projet. Oui. Tout le monde est pour? Oui. Tout le monde Moi, je l'ai indiqué dans mon programme. Tout le monde est avec un financement. Je pense que l'alternance permettra de le ça. réaliser, puisque ça fait des années que désormais le dossier est dans les cartons, qu'avec le département, il faut faut avancer, et que la région a annoncé qu'en effet, elle le cofinancerait. La région a annoncé un engagement fort du président de région, Hervé Morin, c'est de cofinancer ce projet. En effet, on attend le comme montant. il l'a fait dans le Sud-Manche et dans le Centre-Manche. Barzine Vielboniadi, vous pouvez réagir quand j'ai demandé tout le monde est pour ou pas. Allez-y, Barzine Vielboniadi. Excusez-moi, permettez-moi aussi à titre personnel d'avoir une voix légèrement discordante. Effectivement, ce projet de rocade ne m'emballe pas à titre personnel, parce que c'est quoi? C'est aussi l'artificialisation accrue de terre. C'est oui, mais c'est si ce projet qui ne dépend pas de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, qui est un projet départemental, si ce projet se fait, il devra se faire de manière extrêmement stricte, extrêmement respectueuse. Est-ce que ça veut dire que sur ce sujet, comme sur bien d'autres, vous passerez par la case éventuellement référendum? Est-ce que la démocratie participative que vous défendez, vous l'appliquerez dans ce domaine-là? Bien entendu, au cœur de nos préoccupations. Et toutes les questions. Bien sûr, c'est que les consultations pour le plan cyclable dont tu parles tout à l'heure, il y a eu 6 heures de consultation. Non. Bien sûr que si, de citoyens. Beaucoup de commissions. Le comité des déplacements d'eau a été consulté. Certains élus n'ont pas participé, malheureusement. Malheureusement pour les citoyens qui ont été consultés que 6 heures. C'est dommage parce que certains sont écologiques. Je suis désolé de l'apprendre, désolé surtout pour les citoyens justes par rapport à la rocade sud-ouest. Nos décisions, la première décision qu'adoptera la coopérative une fois qu'elle sera élue, c'est cette charte pour la préservation du vivant qui fera en sorte que toutes nos décisions seront évaluées de par leur impact écologique et leur impact social. Si ce projet de rocade doit être fait, forcément il devra obéir aussi à des impératifs écologiques, notamment la question du covoiturage devra être abordée pour cette rocade-là, la question aussi des transports doux, les bus, une piste cyclable également. Sonia Crimi, est-ce que ce plan de mobilité doit obligatoirement inclure ce contournement ouest? Ce plan de mobilité doit respecter tout le monde. Vous l'avez compris qu'on est contre le BNG ou le BHNS pour la simple raison qu'il bloque et qu'en rouge terre aujourd'hui, vous voyez un peu la catastrophe, comment il a bloqué Si vous voulez un peu plus de place pour le vélo, et les bus, pour en enlever un petit peu à la voiture, et c'est pas un site propre, le vélo est raccordé la ville, s'il vous plaît, je n'ai pas parlé. Je ne parle pas du tramway de Caen, nous sommes à Caen. On va laisser Sonia Crimi finir. Mais soyez précis, Madame Crimi.
suis précise, je Non, vous non, assure. non, non. Donc, on est contre le BHNS, le vélo, oui. En même temps, vous êtes pour le vélo et les bus. Mais C'est bizarre. C'est très- paradoxal. c'est- Vous n'êtes pas un paradoxe c'est- près, madame. Non, on n'est pas dans un paradoxe parce qu'on est dans une globalité et on ne gère pas une ville avec des dogmes, monsieur y a Haddad. pas de Je pense qu'on va pouvoir... Le vélo et les pistes cyclables est une priorité. On n'a pas parlé de train et on n'a pas parlé d'aéroport. Absolument. Alors, Non, mais l'attractivité on n'a pas parlé de Cherbourg, Porchamp Train 2, que c'est un projet qui on ne traîne peut pas depuis tout très, évoquer très en une longtemps. heure, malheureusement. Le- On ne peut pas tout évoquer en une L'aménagement heure. de la vraiment gare des qui est projets dans les municipaux, cartons des depuis projets 86. Vous avez des propositions sur le trafic transmanche, des propositions Bien sûr. évidemment ou des positionnements s'agissant par exemple de la problématique grave de la gare et de la SNCF. Exactement. Donc sur ces questions-là, malheureusement, j'invite nos téléspectateurs à simplement aller étudier et lire vos programmes. On va Page évoquer 19. page 19 du Sonia Crimi. programme Alors là, on va m'accuser pour vous. D'accord, de parti pris. On va évoquer un autre thème, un autre sujet qui est un sujet central, peut-être l'un des plus importants, même s'il n'est pas forcément directement lié aux compétences du maire. Il s'agit de la santé. Se soigner à Cherbourg, c'est l'une des grosses interrogations, avec, malgré une politique volontariste à tous les échelons, on peut le dire, peut-être au niveau des communautés d'agglomération, des départements, un manque de médecins. L'hôpital est en souffrance. On est autour de 80 millions d'euros, je crois, de déficit cumulé. On en reparlera. Les Cherbourgeois n'ayant pas de médecins traitants sont, Anthony, très nombreux. Oui, la santé, c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation important à Cherbourg. David Marguerite, si vous devenez maire de Cherbourg en Cotentin, vous allez rejoindre le conseil de surveillance de l'hôpital. Quel rôle vous voulez jouer dans ce conseil de surveillance? Est-ce que le maire a vraiment un rôle à jouer à l'hôpital pour faire changer les choses? Le maire a un rôle à jouer de façon générale sur la santé. Et c'est un sujet majeur. Mais sur l'hôpital. Je suis heureux qu'on puisse l'aborder, qui intéresse particulièrement les téléspectateurs. Je veux le dire d'abord sur la question de l'accès aux soins. Et la deuxième question, c'est le développement de l'accès aux soins. Il y a la question de l'hôpital public qui est une question centrale aujourd'hui. Nous le savons, les 200 suppressions d'emplois qui ont été décidées par le gouvernement sont un scandale. Et c'est une détresse que vivent les personnels aujourd'hui dans ce contexte. Le président du conseil de surveillance de l'hôpital, que je serai si je suis élu maire, sera un président de conseil de surveillance qui pesera de tout son poids politique pour aller négocier un effacement de la dette le plus important possible pour le CHPC, le centre hospitalier du Cotentin. Ma vision de la santé. S'agissant de ce rôle de conseil de surveillance, président du conseil de surveillance, c'est pas conseil d'administration, c'est moins de conseil de pouvoir. surveillance, c'est un rôle symbolique. Le maire a moins de pouvoir. Politique. C'est un rôle politique également de pouvoir porter la voix des personnels, de discuter avec eux et de porter la voix de l'hôpital à l'échelon de l'Agence nationale cette de question santé. du conseil de surveillance et revenir vers vous après. Sonia Crimi, vous l'avez dit, vous souhaitez prendre toute votre place au sein du conseil de surveillance. Exactement. Je pense qu'il est urgent de dépolitiser le conseil de surveillance. Arrêter de parler du national quand on a les souffrances des infirmières, quand elles n'arrivent pas à avoir un temps d'échange entre elles, quand elles prennent sur leur temps privé. Quand aujourd'hui, dans les urgences, on est incapable de savoir combien de lits sont libres ailleurs. Quand vous avez une détresse totale à l'hôpital, vous ne rajoutez pas à la détresse de l'hôpital. Donc il faut répondre localement. Demain, en tant que président de conseil de surveillance, je vais demander l'extension du dispositif des postes à recrutement prioritaire. C'est très, très important de le faire. C'est très, très important de consolider l'hôpital parce que depuis très, très longtemps, on a voté des motions à la mairie qui ne servent absolument à rien, alors qu'il faut travailler main dans la main et pas contre Sonia la Crimi, on va RS. poursuivre Donc le je tour. suis contre cette suppression poursuit le tour de de table. 200 emplois. Que le gouvernement Il faut- a décidé. il faut- On poursuit le tour de table, s'il vous plaît, sur cette simplifiez question. Benoît Rivet, C'est le plan de financement de la sécurité sociale. Il faut être très précis quand Vous on parle de santé. simplifiez C'est le les plan de choses. financement de la sécurité sociale. on qui poursuit le tour de table prévoit avec la Benoît suppression des Rivet. postes, et c'est donc l'État. On Non, poursuit mais- le tour de table avec Benoît Rivet. Vous êtes Là aussi, au conseil de là surveillance. aussi, je Est-ce que vous crois- avez un réel pouvoir pour faire Là changer les aussi, choses à je l'hôpital, crois qu'il Benoît faut Rivet? être extrêmement précis et aller un peu au fond du sujet. Le maire est président du conseil de surveillance. Les anciens patrons de l'hôpital, c'était des présidents du conseil d'administration. Aujourd'hui, le patron de l'hôpital, ce n'est pas le maire parce que ce n'est pas lié au poste de président de conseil de surveillance. Moi, je fais partie d'élus qui, au niveau national, et je l'ai dit lors d'une intervention au dernier congrès des maires sur la santé, une intervention qui avait été remarquée, moi, je souhaite que les maires redeviennent des présidents du conseil d'administration pour retrouver les manettes et le commandement de l'hôpital. Madame Crimi nous explique qu'elle va agir demain en tant que maire, président du conseil de surveillance, alors qu'elle a peu agi en tant que députée sur la question de l'hôpital, et les syndicats pourraient très bien en témoigner et vous le dire. Moi, j'ai essayé d'agir. On est intervenu régulièrement auprès de ce gouvernement
qui ne nous entend pas sur la question de l'hôpital, alors que le précédent gouvernement nous a entendus. Sous le précédent gouvernement, 40 millions d'euros d'aide exceptionnelle pour le CHPC. Aujourd'hui, à peine 5 millions. On ressent une Donc forme le d'appui. maire, il doit effectivement agir sur cette question en lien avec la direction, qui a aussi des fonctions difficiles, et puis en lien avec les syndicats. C'est ce que je fais au quotidien. On sent une forme, David Marguerite, mais je reviens rapidement vers vous, mais d'impuissance, globalement. C'est le ressenti des salariés de l'hôpital. Je veux être très clair. Je me suis entouré sur ces questions de santé qui sont des questions sérieuses, à la fois de médecins de l'hôpital, à la fois de la polyclinique, des médecins généralistes. On a proposé un plan notamment pour développer les vacations publiques-privées, pour aider les médecins généralistes à revenir dans le centre-ville via un pôle de santé libéral ambulatoire, développer la formation. On est en train d'y travailler à l'agglomération du Cotentin grâce à des liens qui vont se faire avec le CHU, et puis faciliter l'accès aux soins. C'est la proposition aussi forte de l'Avenir en tête, c'est de proposer cette mutuelle municipale qui permettra de baisser jusqu'à 60% le coût de la mutuelle avec les mêmes possibilités d'accès aux soins grâce à un système d'achat groupé qui ne coûtera rien aux contribuables, mais qui permettra concrètement de favoriser l'accès aux soins. David Marguerite, le temps file, on n'a pas entendu sur cette question de la santé de l'hôpital. Barzine Viel-Boniadi. Merci. S'agissant du CHPC, de l'hôpital public, il faut être précis, mais je crois qu'il faut aussi être courageux. Et je tiens aussi à rebondir sur ce que vient de dire Sonia Crimi sur cette dépolitisation du conseil de surveillance. Dépolitiser le conseil, c'est ôter la parole aux usagers, et ôter la parole aux citoyens, et c'est décider aussi contre leurs intérêts. Et moi, en tant que maire, en tant que président de ce conseil de surveillance, je serai aussi en charge d'un lobby citoyen. Il faut aussi dire les choses clairement. Vous savez, quand on peut dialoguer, il faut dialoguer. Quand on peut négocier, il faut négocier. Quand on peut construire ensemble, il faut construire ensemble. Quand ces possibilités-là sont épuisées, il faut aller à la confrontation aussi avec le reste des acteurs. Et moi, je serai aussi un maire qui organisera aussi l'opinion publique par rapport à ces questions-là. Je souhaite aussi adresser forcément toute ma solidarité au personnel en lutte du CHPC, mais je crois que le temps de la confrontation aussi est arrivé. On arrive sur la fin très prochainement, donc je vous demande dans vos interventions d'être assez court. Sonia Crimi rapidement, Benoît Rivet rapidement. Le Conseil communal de santé que pour vous souhaite créer, c'est pour vous pousser des gens différents à se parler. La polyclinique, les libéraux, l'hospitalier, tout le monde doit se voir, et pas qu'au moment des grèves. C'est un peu la culture du maire actuel. Moi, je pense qu'il faut se voir en dehors des moments des grèves. Il faut anticiper les problèmes et pas faire juste ami avec quelques syndicats d'ailleurs. Le CHU de Caen, on est rattaché au CHU de Caen. Et le CHU de Caen est un des derniers CHU en France. Donc, quand on a un hôpital de proximité malade qui est rattaché à un CHU malade, je pense qu'il faut soigner cette relation avec le CHU de Caen. Un plan d'attractivité réelle où il faut anticiper chaque départ de médecins. 30% des médecins en première année à Caen, ils sont originaires du Cotentin. Avec le département, il faut qu'on double notre pouvoir pour encore les faire. Et je comprends bien le lien CHU. On arrive. Voilà. Benoît Rivet, votre proposition phare pour la santé. Sur la santé, il y en a deux. Une question de mutuelle, mais une mutuelle portée par un mutualiste, par un groupe mutualiste qui permettra à celles et ceux qui n'en ont pas d'en avoir une demain. Et puis je voudrais aussi vous parler de notre centre de santé historique, unique en France, avec qui a des été médecins porté salariés. avec des médecins salariés, qui va ouvrir dans les prochaines semaines. Il faut qu'on en parle parce que c'est un sujet qui, là aussi, va faire des émules au niveau national. Nous avons agi avec force sur cette question de santé, y compris en ouvrant aussi un centre de santé sur la commune déléguée de Querqueville. Mais le centre de santé à statut salarié, ça va faire bouger les choses. Le centre de santé salarié, justement, David Marguerite, un peu dans l'air du temps, d'autres communes s'emparent d'ailleurs de ce dossier, notamment Valognes, par exemple. Est-ce que vous êtes pour, par exemple ? Je souhaite la réussite de ce centre de santé. À l'époque, en 2014, ni Benoît Rivet ni moi n'étions favorables à ce système. Les temps ont changé, les modes d'exercice de la médecine également. On va dire ça, je l'ai mis en place avec Ralph Jamtel, que je sais, et Frédéric Bastian. En 2014, C'est la ville qui l'a mis en place. En 2014, je termine juste, la campagne s'était faite autour de ce sujet. Jean-Michel Ougat, qui portait votre liste, était opposé à ce centre. Et puis, finalement, vous l'avez fait au moment de la fusion avec le Front de Gauche, en l'occurrence. Je le dis simplement parce que je ne veux pas polémiquer sur la sujet. Rapidement, s'il vous plaît, venons-en à l'essentiel. On arrive non, mais ça va au être très, très simple. Le centre de santé public, oui, parce qu'il correspond aujourd'hui à un mode d'exercice de la médecine, mais malheureusement, il ne suffira pas. Il faudra relancer un pôle de santé libéral, ambulatoire, avec des technologies modernes, de la Sonia Crimi, sur ce sujet rapidement. Le centre municipal de santé n'est pas contre les futurs PS. C'est là qu'on doit mettre en place. En revanche, une mutuelle municipale, je sais que vous n'aimez pas trop l'Assemblée, mais quand même, on a voté une mutuelle à 1 euro pour les plus démunis. Moi, je pense qu'une
regardez les qu'une mairie résultats. doit d'abord se recentrer, se concentrer sur le régalien avant d'aller C'est pour ça que vous nous parlez s'éparpiller de l'aéroport. vers les métiers qui ne sont pas là. Pour ou contre rapidement sur cette question, il nous reste 2 secondes. Le centre de santé, oui, on est forcément favorable. Voir la question de la pérennisation, voir aussi la question, pourquoi pas, d'amplifier cette démarche-là avec d'autres centres. Mais la question aussi du recrutement des médecins aussi se pose. Qui est central. Absolument. Effectivement. Oui. On va malheureusement arriver au terme de ce débat et on va terminer avec un tour de table et une question à laquelle nous vous demandons de répondre. Quel maire serez-vous? Alors peut-être un mot, une phrase qui pourrait, Anthony, résumer le mandat des uns des Et autres. en tout cas, en quelques secondes, s'il vous plaît, pour la fin de cette émission, vous commencez, Barzine Viel-Boniadi, à conclure. Donc, Donc, quel maire je serais? Je vous répondrai que je serais un maire du collectif, un maire issu du collectif, un maire qui prendra soin du collectif. Je serai un maire au sein d'une équipe municipale qui fera preuve de la transparence la plus totale, avec notamment la création d'un observatoire des décisions municipales, où nous pourrons rendre des comptes aux habitants. Nous serons une équipe qui ouvrira le conseil municipal aux citoyens, parce que la démocratie permanente n'est pas négociable, à l'heure de l'urgence écologique, sociale, qui nous touche toutes et tous, sans exception. Nous serons des élus exigeants envers la politique, des élus exigeants également envers nous-mêmes. Je serai un maire qui mènera un mandat de combat basé sur ce qui est juste, un mandat unique que je ne cumulerai pas. On va devoir vous arrêter là. Fonction Merci active. beaucoup. Merci. Merci à vous, Sonia Crimi. Alors, je viens de très loin. Je viens de très loin géographiquement et je viens de très loin culturellement. Mais je viens de très loin aussi au niveau de mes origines. Je viens d'une famille pauvre. Je sais ce que c'est la pauvreté. Je sais ce que c'est la souffrance dans une ville. Je sais à quel point un petit geste peut modifier votre ville demain. C'est pour ça que je vous parle souvent des villes proches, des villes proches de ces vrais citoyens. Mais je sais aussi, par ma formation, être cette mère bâtisseuse, être cette mère qui est capable de vous écouter, vous, président d'association, Sonia vous, Crimi. directeur Merci Sonia Crimi. À vous, David Marguerite, quel maire serez-vous? Je souhaite être le maire de la volonté politique. Je souhaite que Cherbourg-en-Cotentin aujourd'hui connaisse l'alternance sereine, c'est-à-dire une alternance démocratique qui permette de faire respirer la démocratie dans notre ville. Aujourd'hui, nous le voyons, nous avons un projet crédible, cohérent, que tous les habitants ont pu découvrir. Je souhaite que les habitants, dans quelques jours, puissent voter avec leur cœur pour dire, au-delà de leurs habitudes électorales, de leurs préférences partisanes, eh bien, qu'ils souhaitent, en effet, changer de perspective, changer de vision pour notre ville. Nous savons que nous avons une dynamique aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que nous représentons un vote efficace pour l'alternance et nous appelons de toutes nos forces les habitants à choisir cette alternance sans qu'il y ait aujourd'hui de clivage politique. Et le dernier mot est pour vous, Benoît Rivet. Je serai un maire d'ambition. Nous avons porté cette ambition durant ce mandat. Ce que je propose aux habitants de Cherbourg-en-Cotentin, que je connais bien, et aux habitantes, c'est de continuer ensemble à construire avec fierté, avec passion, une ville forte, une ville solidaire, une ville festive, une ville qui continue à grandir, une ville qui appréhende les grands enjeux de demain. Nous en avons abordé quelques-uns aujourd'hui. Une ville qui se tourne aussi vers son atout principal, vers la mer. Et je propose de continuer ensemble à créer surtout le Cherbourg-en-Cotentin de demain, le Cherbourg-en-Cotentin du XXIe siècle. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va réserver le mot de la fin pour Emmanuel Chonu. Avec voilà, vos impressions au terme d'une heure de débat, Emmanuel. Eh bien, c'était formidable. Cherbourg est toujours à part en Normandie, une Normandie un peu tiède parfois. Cherbourg, il y a du piquant. C'est la Normandie, en même temps, c'est ailleurs, comme l'a dit Sonia Crimi. Moi, je peux dire que la vie politique à Cherbourg, c'est pas un panier de crabes, mais c'est peut-être ces magnifiques méduses de la Cité de la Mer. C'est un message caché. Merci beaucoup, merci Emmanuel Chonu. Voilà pour ce débat à Cherbourg-en-Cotentin. Alors on va accueillir dans un instant les candidats Grandvillais pour le second débat de la soirée. Merci à vous tous d'avoir participé à cette soirée. Merci à vous, merci à vous d'avoir organisé ce débat. Merci beaucoup.